Médium communiquant avec les défunts en public lors de séances en salle à travers la France. Elle est l'auteure des livres De flic à médium, Les secrets de l'âme et de ce dernier ouvrage, Il y a une vie après la mort, aux éditions Michel Lafon. Nous avons l'immense joie d'accueillir Virginie Lefebvre. Bonjour Virginie. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Vraiment, et ça se sent, on est très heureux de se rencontrer. Bienvenue à Inexploré. Vous vous sentez visiblement très bien dans ces locaux. Très réceptive, j'aime beaucoup le lieu, il y a une très très belle énergie dans ce lieu. Vous m'avez dit que vous avez déjà rencontré un esprit en arrivant à Inexploré. Qui a vécu dans ces lieux, en arrivant aussitôt la présence de l'ancienne propriétaire des lieux. Et elle est bien ici. Elle est sereine, elle est joyeuse également que vous puissiez occuper les lieux d'une telle manière. Ah super, parce qu'on se demande toujours, est-ce qu'ils ne s'ennuient pas un petit peu les esprits dans les lieux, pourquoi ils restent là. On va peut-être en parler aussi de ces sujets sur ces âmes errantes. Je voulais vous demander comment on passe de flic à médium, le sujet de votre premier livre. Alors, ça a été une expérience de vie, ces 13 années en tant que policière. Je dirais qu'on est médium. Je suis devenue flic après, par la suite. Je suis repassée, du coup, donc de flic à médium. Il y a eu un événement qui a été très particulier. J'ai intercepté une automobiliste pour un franchissement de feu rouge fixe. Ce qu'il faut savoir, c'est lors de ma carrière en tant que policière, à aucun moment, je n'ai fait appel à ma médiumnité. À aucun moment, ma médiumnité a pu transférer un peu dans mon travail. Pourtant, il y a des médiums la police qui fait appel à des médiums pour résoudre des affaires. Mais vous, du coup? Non. Alors, déjà, moi, j'étais policière municipale. Déjà, c'est différent. Oui. C'est pas comme si on travaillait en police nationale ou avec les renseignements généraux, des services spécialisés. Là, c'est vraiment une police de proximité pour faire respecter les pouvoirs police du maire. Donc jamais j'ai fait appel à quoi que ce soit. Mmh. Et ce fameux matin, j'intercepte une automobiliste donc pour un franchissement de feu rouge fixe. Et en touchant ses papiers d'identité, j'ai un flash. Je vois son mari décédé. Mais quand je dis décédé, fraîchement décédé. Je vois le cercueil, je vois le corps à l'intérieur du cercueil. Et là, je me dis, bon, il faut absolument que je lui pose la question. C'est délicat. Elle va se dire, c'est quoi cette folle de policière? Donc, je lui dis, voilà, vous avez été dangereuse pour vous, pour les autres automobilistes. Peut-être qu'il y a un événement qui vous a perturbé. Et là, la femme me regarde et me dit, écoutez, madame, j'enterre mon mari. Ce qu'il faut savoir, c'est le lieu où je l'ai intercepté. C'était pas 200 mètres devant le funérarium. On était vraiment sur une zone géographique bien éloignée de ce lieu. Et là, mon collègue vient vers moi et mon collègue me dit Virginie, on la verbalise. Je dis non, c'est hors de question, on va pas la verbaliser. Cette femme, elle enterre son mari, c'est hors de question. Elle allait à l'enterrement, là. C'est ça, elle allait en fait à l'enterrement de son mari. Et là, mon collègue me regarde droit dans les yeux et me dit Virginie, tu as changé. Et en fait, ces paroles, il y a une résonance énorme dans ces paroles. Je suis rentrée chez moi à la fin de mon service. J'explique à mon mari et mon mari me dit, mais ça fait des mois, Virginie, que je te dis stop, tu peux plus être comme ça, faire des conférences, faire tes séances, partir en tant que policière, c'est plus possible. À un moment donné, il faut vraiment que tu puisses choisir. Et mon mari m'a poussée énormément à stopper la police. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté, grâce, je dirais, à ce collègue, grâce à cet événement qui a résonné en fait en moi, physiquement, énergétiquement. Ces paroles, je les revis, je les revois encore aujourd'hui lorsque j'en parle. Comme quoi, n'importe qui, tous les jours, peut nous transmettre un message, un passant, la boulangère, qui fait sens en nous et qui résonne et... C'est tout à fait ça. Un mot-clé, vraiment quelque chose qui va résonner en nous. Et là, ça a été vraiment le cas grâce à ce collègue, que je côtoie d'ailleurs toujours et que je remercie sincèrement de m'avoir dit ces mots. Donc vous êtes médium parce qu'on va le voir, on va le détailler, vous communiquez avec les défunts, ils communiquent avec vous, et vous êtes aussi clairvoyante puisque vous voyez des scènes
vous captez des informations géographiquement, que ce soit dans le temps ou dans l'espace déplacé. C'est ça, tout à fait. En fait, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec mes cinq canaux. Et ça, c'est génial. Ça, c'est quelque chose qui est important. Les consultants se présentent. Au début, donc moi, je veux pas de photos. Je ne veux pas travailler avec des photos lors de consultations privées. C'est moi qui vais dire aux vivants, aux consultants, voilà, vous avez votre père, vous avez votre grand-père. Je laisse en fait les défunts intervenir. Je veux pas me baser uniquement sur cette photo parce qu'il y a plein d'autres défunts parfois qui veulent communiquer. Ah oui, donc si je viens vous voir avec la photo de mon grand-père, c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est peut-être pas lui qui voudrait... C'est ça, déjà au début, je vais pas vouloir voir la photo en disant stop, j'attends de voir déjà qui est là, qui est présent autour de vous. Et après, en salle, je travaille avec photo, en fait, en salle, enfin avec et sans photo. Mais bon, faudra venir me voir en salle sur une c'est prévu, je dis pas la date puisque ça sert à rien si vous écoutez ce podcast plus tard. Mais effectivement, vous êtes... régulièrement dans des salles à travers la France. Oui. C'est de l'ordre de quelle fréquence? Alors, c'est tous les mois. Tous les mois, en fait, je suis en salle. J'organise dans ma région, donc en Seine-Maritime, directement mes conférences, puisqu'il n'y a plus d'association d'aide au deuil. Mon amie, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs dans ma médiumnité, est décédée, et c'est elle qui était présidente de cette association. Donc quand elle est partie, je lui ai promis que je maintiendrais des médiumnités publiques, en fait, pour elle. Et à chaque fois, j'ai toujours cette pensée pour elle avant chaque médiumnité. Mais autrement, je parcours la France dans les associations d'aide au deuil. Alors, vous disiez que les défunts utilisent vos 5 sens pour communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous sentez, vous voyez, vous entendez? Et je ressens en fait également. Ils vont parfois se servir de mon corps physique pour aller apporter l'information à leur famille, notamment en cas d'accident, mort brutale. Le défunt va utiliser mon corps physique. Donc ça va être très bref, ça va être vraiment quelques secondes où je vais ressentir cette douleur. Parfois, il va m'aider à visualiser la douleur. Donc je vais voir comme de l'imagerie médicale. Je vais voir les poumons, je vais voir l'estomac, parfois avec même le mot estomac si je ne comprends pas le dessin que je vois. Les défunts sont très aidants pour pouvoir apporter un maximum, en tout cas, d'informations. L'odorat aussi. Alors, l'odorat m'a aidé il y a quelque temps sur un contact médiumnique où la personne, en fait, était décédée dans un incendie. Donc, je ne voyais pas les flammes. Je sentais, en fait, l'odeur de brûlé. Donc ça a été très aidant aussi pour apporter l'information, en tout cas, aux familles. Pour avoir un contact, vous écrivez que les défunts augmentent leurs vibrations et que vous diminuez les vôtres. Alors, qu'est-ce que vous faites et comment vous faites pour prendre contact? Et est-ce qu'il y a ce travail de changement de vibration, de fréquence? Alors, il y a effectivement un travail de modification, en tout cas de fréquence, des deux côtés. C'est ce qui va nous permettre de nous unir sur un même plan vibratoire. Alors, certains vont me dire, mais comment vous faites pour modifier, en fait, votre taux vibratoire? Je dirais que c'est simple, on peut même le faire tout de suite. On ferme les yeux, on stoppe, en fait, on chasse tout ce qui est le mental. Pensez vraiment à quelque chose de plaisant. Là, on sent en fait un changement d'énergie en fait chez nous. C'est un peu comme une méditation. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ce travail. Enfin, je vais plus mettre plusieurs minutes avant de me connecter. Ah ben non, on l'a vu tout de suite. Vous êtes arrivé dans le studio et alors Sébastien, alors vous, il y a ça, et Thierry, vous, j'ai ça. Comment ça vous vient alors? C'est comme ça. Avec les années, en fait, je dirais que ça s'affine aussi avec les années. Je vais pas avoir besoin de 10 minutes pour me connecter. La connexion, elle se fait un peu automatiquement. Incroyable. On lui a rien demandé. C'est fulgurant. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous aviez étudié un petit peu avant de venir notre profil psychologique, enfin nos petites histoires à nous. En fait, le défunt, il se met vraiment... Mais parce que là, c'était des défunts qui vous ont donné l'information. Ouais, ah oui, vous m'avez dit que j'avais... Mais en fait, le défunt, si vous voulez, comment dirais-je, apparaît en fait aussitôt à côté de vous et voilà, il va transmettre l'information. Donc là, c'était vraiment par le biais de la clairvoyance
et de la clairaudience après, par la suite. Donc en fait, on a des défunts autour de nous sans le savoir, peut-être tout le temps, ou là peut-être nos défunts sont venus pour l'occasion. Tout à fait. Parfois, ils ont besoin, voilà, de ce canal en fait à proximité pour pouvoir apparaître. Je vais raconter une anecdote qui est assez drôle. Une année, on part en vacances avec mon mari, et la question que je n'aime pas, que les gens posent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On rencontre parfois des personnes dans des lieux de vacances. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de demander le métier des personnes. Et là, je ne suis jamais gênée de dire que je suis médium. Et là, à ce moment-là, je venais de terminer ma vie de policière. Je venais juste de passer médium. Et là, j'hésite. J'ai un moment d'hésitation. Et donc, je dis à ce couple, écoutez, je suis médium. Et le couple se regarde tous les deux. C'était gênant. Ce regard était gênant. Et le monsieur me dit, mais vous savez, nous, ma femme et moi, on ne croit pas du tout en tout ça. Les cartes. Mais je dis, mais je vous ai pas parlé de cartes, je vous ai parlé de médiumnité, de communication avec les défunts. Et à ce moment-là, je me suis sentie comme gênée, vexée. Quelque chose qui avait résonné en moi. Et là, je souhaite absolument l'intervention de là-haut, qu'on me donne l'élément. Et à côté de ce monsieur, je vois un homme pendu, un homme assez jeune. Donc, du coup, j'en conclus que c'est son frère. Ça aurait été son père, j'aurais vu un visage plus âgé, son grand-père vraiment plus âgé. Et là, donc, je lui pose la question, je lui dis, excusez-moi, vous avez perdu quelqu'un d'assez jeune, hein, très certainement votre frère, qui s'est pendu, monsieur. Et là, malaise. Il me dit, effectivement, on a retrouvé mon frère pendu. Alors là, par contre, pendant toutes les vacances, j'ai eu le droit à un bonjour, au revoir tous les jours. Hein. S'ils avaient pu manger avec moi à table, ils l'auraient fait. Hein. Oui, il y a besoin pour certaines personnes de preuves. Mais c'est ce qu'il faut, effectivement. Quand on va consulter un médium, vous ne donnez aucune information. C'est-à-dire que moi, je prends... c'est mon mari qui prend les rendez-vous. J'ai uniquement le prénom de la personne. Jamais donner son nom de famille. Des recherches peuvent être faites au préalable. Ah oui. Donc, en fait, on donne... Surtout maintenant, avec Internet et... Voilà, les réseaux sociaux. Donc, uniquement le prénom et aucune autre information. Même dans les conférences qu'on organise. Alors, parfois, c'est difficile. Hein, quand vous avez 4 Isabelle, c'est compliqué pour les places. Après, voilà, ça a marché avec numéro de téléphone. Mais aucune information. On n'échange pas avant par le biais des réseaux sociaux. On ne donne pas son nom de famille. On ne donne aucune information. Il y a beaucoup de mentalistes et aussi, malheureusement, beaucoup d'escrocs, beaucoup de charlatans dans ce milieu. Et j'en parle dans chacun de mes livres. Je mets les personnes en garde par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un message de leurs défunts. Et dans votre livre, vous dites qu'ils ne sont pas là pour prédire l'avenir. C'est vrai. Quel type de message ils aiment faire passer alors ? Alors, en fait, c'est en 2 temps. Une séance médiumnique, elle est en 2 temps. Première phase, les défunts vont se manifester en donnant des informations précises. Comment ils sont partis ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, de leur vie terrestre ? Des informations que le médium ne peut pas savoir. Si vous voulez, c'est un peu une phase de confidence. Voilà, je suis un tel, j'ai eu tant d'enfants, j'ai travaillé dans tel endroit. Un peu une carte d'identité. Ça permet de replacer dans le contexte, ça permet de rassurer tout le monde. Exactement. Que c'est la bonne personne. Tout à fait. Et après, le défunt, en fait, va aller parler très souvent de la vie actuelle du consultant, d'événements futurs aussi. Quand même, oui, même s'ils ne sont pas là pour ça, ça peut arriver. Tout à fait. Qui mettent en garde. Alors, ils peuvent mettre en garde, ils peuvent aussi aller apaiser des situations. Actuelles. Exactement. Je me suis retrouvée un jour en séance, c'était extrêmement tendu. J'avais reçu une fratrie qui ils avaient perdu leur papa. Et c'était entre les deux. Alors, il y avait 2 sœurs, 2 frères. Et c'était horrible parce qu'il y avait une tension énorme entre les 2 frères. Conflit après le décès, enfin. Et donc, le papa était enterré. Il y avait eu un problème sur la tombe du papa. Il y a eu des choses qui avaient été cassées. Sauf qu'un des frères était persuadé que c'était son frère qui avait été cassé les objets. Mais le frère, mais ça va pas, j'aurais jamais fait ça à notre père. Et donc le conflit avait pris énormément d'ampleur en fait à ce moment-là. Évidemment, j'en savais rien. Donc le papa décédé explique l'histoire de la tombe, des objets qui ont été cassés. Il dispute un de ses fils, le père décédé, en lui disant:
mais il y a une tempête il y a quelque temps. C'est la tempête qui a cassé. Pourquoi tu accuses ? Pourquoi tu accuses si facilement ? Et là, en fait, on a senti dans mon bureau ce changement d'énergie. Le frère dans la culpabilité d'en avoir voulu à son frère, enfin. Et ils sont repartis, ça a été magnifique parce qu'ils sont repartis, ils sont serrés dans les bras, en fait, après. Et le père décédé venait pour réparer cette situation entre ses enfants. D'accord. Ça, c'était super. Mais après, pour revenir par rapport au futur, effectivement, moi, les vivants, enfin mes consultants qui vont me poser la question, demandez à maman si je vais vendre mon appart. Excusez-moi, c'est un peu matériel. Je pense que votre mère elle a d'autres messages à transmettre que d'aller vous donner le prix de l'appart. Enfin voilà, je trouve ça trop matériel. Par contre, ça arrive parfois qu'on ait des défunts qui vont faire visualiser des enfants à naître. J'ai eu le cas d'une jeune fille qui avait fait beaucoup de FIV, PMA, etc. Et pour elle, c'était impossible de tomber enceinte. Hein. Et son papa donc lui dit continue, une bonne nouvelle arrivera, ce sera un cadeau de Noël. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'elle m'avait envoyé un message sur Noël avec une échographie, enfin. Et effectivement, elle est tombée enceinte, alors que même la médecine n'y croyait plus, enfin. Donc oui, parfois, ils sont là pour nous faire vraiment de très très beaux clins d'œil et nous apporter de très belles choses. Pourquoi il y a des gens qui ont des messages et d'autres non ? Alors, je dirais que ça dépend pas des vivants, ça dépend des défunts. Un défunt, de l'autre côté, vous allez le retrouver comme il était sur Terre. Vous avez des défunts, par exemple, qui étaient pas bavards, absolument pas bavards. En médiumnité, ils vont aller transmettre, on va dire, l'essentiel. On est comme on était sur Terre, avec quand même quelques améliorations. Parce que de l'autre côté, on doit travailler aussi sur soi, c'est important. Comment on peut être sûr que... Comment vous pouvez être sûr que vous avez affaire aux bonnes personnes, aux bons défunts, et que ce n'est pas des esprits farceurs qui voudraient faire passer de mauvais messages ? Alors, voilà, ça c'est une très très bonne question. Avec le temps, avec l'expérience, je perçois quand même de plus en plus. C'est comme si que la porte elle est fermée. Je n'ai pas de visu en fait sur ce qui se passe derrière, mais je vais entendre la voix au début. Donc je vais être sûre que c'est le bon en fait des fins. C'est compliqué à expliquer. Parce que on pourrait dire peut-être c'est un esprit qui a mis un masque. Et pour là, vous me disiez tout à l'heure que j'avais une personne de ma famille, peut-être un grand-père. Et comment savoir que c'est pas un esprit un peu maléfique qui voudrait se faire passer par ? Alors, on le ressent au niveau des vibrations, au niveau en fait de ces esprits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une âme errante, énergétiquement, on va pas la ressentir de la même manière. C'est beaucoup plus fatigant. C'est pas aussi agréable que les images, que la clairvoyance que je vais avoir. Ça m'est arrivé, c'était même très, très, très important, une incorporation. Donc, ça devait être en 2015. Je reçois une maman et sa fille qui viennent pour communiquer avec le fils, le frère décédé, et ce garçon donc décédé. Alors avant de l'avoir, mon guide, parce qu'on travaille tous avec un guide spirituel, mon guide me demande de ne pas faire le contact. Donc j'entends ne fais pas le contact. Mais moi, têtu, devant la tristesse de cette famille, je ne l'écoute pas et je fais le contact. J'aurais dû l'écouter. Le fils me montre des toilettes publiques. Je vois un corps étendu devant des toilettes publiques. Je vois une scène qui était d'ailleurs très très claire. Je vois des escaliers d'un immeuble, donc on arrive à visualiser une porte d'entrée. Donc si vous voulez, je savais à peu près que l'appartement était situé au rez-de-chaussée, mais qu'on montait quand même quelques marches pour accéder à ce rez-de-chaussée. Et là, je vois une porte d'appartement et j'entends des insultes. Je transmets toutes les informations à la famille. Et la dame me dit, madame, on a retrouvé mon fils, donc il est mort d'une overdose, devant des toilettes publiques. Le dernier échange que j'ai eu avec lui, c'est chez moi. Il est venu frapper à ma porte pour me demander de l'argent. J'ai refusé de lui en donner. Et ça a été notre dernier échange. J'habite effectivement un rez-de-chaussée, mais j'ai quand même 3-4 marches pour accéder à mon appartement. Donc, le fils était là, mais l'énergie, elle était lourde. Elle était extrêmement lourde. Et à un moment donné, j'ai été épuisée, mais d'une rapidité anormale. Je sentais
cette présence omniprésente au niveau de mon corps physique, un petit peu comme si que quelqu'un passe derrière vous, vous frôle, vous voyez, en continu. Et là, je ressens cette présence et extrêmement fatiguée. Donc ça, c'était le samedi. Le mardi, j'étais toujours dans ce même état et j'avais, au niveau d'un organe, des pertes de sang. Donc je décide d'aller à l'hôpital. Et suite à cette séance. Suite à cette séance, je vais à l'hôpital. Donc j'ai un examen médical qui est fait et sur un des organes, en fait, le médecin, en fait, il n'est pas en mesure de m'expliquer. Il dit, écoutez, je comprends pas, il y a des griffures, en fait, sur un organe. Donc, une irritation que je n'arrive pas à comprendre, en fait, madame. Et donc, j'appelle un ami qui est magnétiseur et lui me dit, voilà, t'as une entité, en fait, t'as été incorporée. Et voilà, c'est ce qui a joué au niveau de ton corps physique. Donc, ce serait ce fils qui serait resté avec vous, accroché, en fait, au niveau de mes corps éthériques. Donc, ça a été un événement quand même qui a été très, très marquant, en fait, pour moi. Et après, par la suite, j'ai vraiment fait très attention dans mes séances. Voilà, si mon guide me demande de ne pas faire, je ne fais pas. C'est très rare. Mais en tout cas, j'aurais dû écouter. Donc, il y a une différence de niveau, oui. Entre un défunt, comme tout à l'heure, vous dites visiblement, il y a une personne de votre famille qui est là, et qui serait peut-être plus dans la lumière, dans l'au-delà, et des âmes errantes qui peuvent être là, mais qui puisent, en fait, nos énergies, qui vont puiser nos propres énergies. Donc, on va sentir la différence entre les deux. Donc, quand vous communiquez avec les défunts, c'est des défunts qui sont, eux... Ils sont dans la lumière. Mais qui arrivent de temps en temps à rentrer en contact avec nous. Par contre, on peut peut-être plus facilement être en contact avec des âmes errantes, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Alors, je dirais que non, plus facilement avec quand même des âmes qui sont dans la lumière. Ah oui. Les âmes errantes, on va les retrouver, par exemple, sur des séances de Ouija. Tout ce qui est séances de spiritisme, Ouija, etc. Là, en fait, c'est vraiment l'énergie de la Terre et ça va attirer les âmes errantes. Vous dites d'ailleurs, à propos des âmes errantes, parce qu'on se dit, il doit y en avoir plein les cimetières, et vous dites, pas du tout. Non, ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Ouais, j'ai été très, très surprise lorsque j'ai fait cette expérience pour mon 3e livre. Donc voilà, j'ai décidé de faire des expériences très, très intéressantes les unes les autres. Et arrivé dans plusieurs cimetières, j'ai fait plusieurs cimetières, et là, étonnement total, très peu d'âmes. J'ai communiqué avec très, très peu d'âmes, en fait, dans ces lieux. Donc, nos défunts ne sont pas prisonniers dans des cimetières. Oui, ils vont parfois, dans les séances médiumniques, vous dire « Tiens, super, j'ai aimé la plaque que tu as mise, j'ai aimé telle chose », parce qu'ils étaient avec vous à cet instant-là. Mais eux ne sont pas bloqués, en fait, dans un cimetière. Ils ne restent pas dans le cimetière, entre les tombes. Avez-vous eu affaire à des entités qui n'étaient pas des défunts, mais peut-être des entités surnaturelles, peut-être non humaines? Est-ce que pour vous, d'autres populations éthériques, subtiles, existent? Non, hormis, je dirais, les âmes errantes, les âmes dans la lumière, non. Je n'ai jamais eu affaire à d'autres entités. Et quand on parle d'exorcisme, je crois que vous avez eu affaire à... Enfin, c'est pas vous qui faites de l'exorcisme, je tiens à le préciser, mais vous avez assisté. J'ai été spectatrice à de l'exorcisme. Les entités, en fait, étaient vraiment... vraiment négatives. Mais pour moi, ce sont effectivement des âmes errantes, des âmes qui, elles, n'ont pas été dans la lumière, qui avaient incorporé le corps physique de ces personnes où j'ai assisté. Ça a été quelque chose d'assez... en tant que spectatrice et en tant que médium, ça a été assez marquant de voir cette intensité, ces âmes-là, la couleur-là. C'était à vivre. Mais je n'arrêterai pas cette expérience. Oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de couleurs, de boules de lumière qui tournent. Une histoire à découvrir dans le livre « Il y a une vie après la mort » de Virginie Lefebvre. Est-ce qu'il y a un temps entre le moment de la mort physique et la possibilité de rentrer en contact avec nos défunts? Alors, il y a quelque temps, je vous aurais dit, faut attendre à peu près 3 mois, faut attendre à peu près 6 mois. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire une expérience dans ce livre en réussissant à pénétrer dans un funérarium. Et j'avais besoin de voir si c'était possible de communiquer avec un défunt avant même les obsèques. Et ça a été chose tout à fait possible. Ça aussi, ça a été une expérience
extrêmement intéressante pour moi. D'ailleurs, on dit parfois que nous pouvons plus facilement communiquer nous-mêmes avec nos défunts sur une période de quelques jours. Vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? L'âme, en fait, elle monte définitivement au moment des obsèques. Quand il y a la cérémonie, l'âme, en fait, elle va monter définitivement. On le voit. J'ai assisté d'ailleurs à des obsèques, là, il y a à peu près 3 semaines. Et ce monsieur que je suis allée, je dirais, saluer une dernière fois, était hyper présent. Et en fait, on voit l'âme qui s'illumine et qui monte définitivement. Elle quitte vraiment le terrestre, en fait, au moment des obsèques. Alors, certains m'ont déjà posé la question, mais les âmes de personnes qui se suicident, dont le corps n'est pas retrouvé, qui ont un accident, dont le corps disparaît, comment ça se passe? L'âme, elle progresse évidemment de l'autre côté. Il n'y a pas les obsèques, mais l'âme, elle progresse très rapidement de l'autre côté. D'accord, oui, ok, ça marche. Il y a aussi, vous dites que les murs ont une mémoire. De quelle mémoire on parle? Est-ce que ce sont aussi là des défunts, ou il y a aussi d'autres énergies dans nos appartements, dans nos maisons? Alors, il y a parfois les défunts sur je dirais sur les vieilles maisons, mais même sur des constructions neuves, par rapport au terrain. Il y a quand même la mémoire du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, dans ces murs, sur ces terres, il y a des années? Le lieu s'imprègne de tout ce passif. Et il faut être quand même très très vigilant aussi à nos habitations. Parfois, il y a des lieux qui nous choisissent et nous, têtu, on veut absolument déménager, rester, alors que le lieu nous pousse un peu vers la sortie. J'avais rencontré une femme il y a des années, ça m'avait énormément marqué et touché, cette histoire. Elle venait en contact pour contacter des personnes de sa famille. Et à plusieurs reprises, son père lui expliquait qu'elle devait quitter en fait sa maison. C'était une maison qui était splendide en région normande. Et jamais je ne quitterai ma maison, elle est grande, elle est splendide, Votre père insiste vraiment pour partir. Ah mais non, je me sens très très bien chez moi. Son mari avait une très très bonne place, il était chef d'entreprise. Il a du jour au lendemain perdu sa société, leur maison a été saisie. Il y avait plein d'entités. Lorsque je faisais les séances avec ces défunts, on ressentait parfois des entités du lieu qui arrivait en fait, qui arrivait dans la séance et qui était quand même très lourde. Mais malgré tout ça, malgré les avertissements qu'elle a pu recevoir, têtu. Vous voyez, je reste en fait dans ce lieu. Il faut être très très vigilant. Moi, je sais que j'ai fait construire ma maison il y a 12 ans. Eh bien, j'avais 3 entités en fait dans la maison, et 3 entités qui étaient en lien avec des soldats qui avaient été soldats et fermiers, agriculteurs, qui avaient été tués en fait sur les terres. Et donc, j'ai ressenti aussitôt le jour de la remise des clés avec le constructeur, j'étais prise de douleur au niveau du ventre, et tout de suite, donc j'ai réussi à les visualiser. Ce qui est fou, c'est que j'ai reçu il y a peu de temps une dame qui fait un peu l'histoire de ma commune, et qui m'a expliqué qu'effectivement il y a une maison juste à côté qui avait été occupée par les Allemands, que ça s'était mal passé avec des fermiers, et je suis certaine que les décès en fait ont eu lieu à l'endroit où j'ai fait construire ma maison. Du coup, et comment on fait dans ces cas-là? J'ai réussi en tout cas à les remettre dans la lumière, mais c'est ce que je dis, je suis pas une passeuse d'âme. C'est occasionnel. Moi, c'est vraiment ma mission de vie, c'est vraiment de voir et d'entendre en fait les défunts, d'apporter des preuves de la survivance de l'âme aux vivants. Ça, c'est important. En médiumnité, il faut qu'on retrouve le détail, le petit quelque chose qui va faire que vous allez savoir que c'est votre père, votre mère, etc. Il faut que le défunt il nous donne l'information. Si c'est pour entendre super, il vous dit qu'il va bien, tout le monde peut le faire. Donc le défunt, moi j'ai besoin de détails. Je souhaite que le défunt il donne ce petit quelque chose. Et est-ce que en fait je reprends l'exemple de tout à l'heure, où vous voyez peut-être quelqu'un de ma famille, un grand-père par exemple, et comment vous savez que c'est vraiment l'esprit d'un défunt alors que ça se trouve, ça peut être quelque chose qui émane de moi-même? Non, parce qu'en fait, les défunts, je les visualise. Le monsieur, il s'est dessiné juste à côté de moi. Vous voyez vraiment? Je le vois. D'ailleurs, il faut qu'on demande après qui est Roger, parce que j'ai un Roger depuis tout à l'heure. Pour qui? Pour Sébastien ou pour moi? Je sais pas, j'ai un Roger qui est là depuis tout à l'heure, donc il faut qu'on voit si...
qui il est. On va refaire un tour de table après l'interview. Vous dites, vous citez un psychologue et enseignant-chercheur, Éric Duloy, qui dit « La vie ne s'arrête jamais, c'est la forme que prend celle-ci qui change. Qu'est-ce qui nous attend comme vie après celle-ci » Alors après, il y a un sujet qui est très très complexe à aborder, parfois le sujet de la réincarnation. C'est un sujet qui est très sensible parce que quand on parle de réincarnation, les vivants ont peur. Ont peur en fait en se disant mais attends, moi quand je vais décéder, est-ce que je vais retrouver ceux que j'ai aimés ? Mais bien sûr que vous allez les retrouver. Là-haut ? Bien sûr que vous allez les retrouver là-haut. Nos grands-parents, les arrière-grands-parents, eux vont se réincarner, mais nous on va retrouver nos parents, nos enfants vont nous retrouver. C'est un peu un cycle en fait la réincarnation. Une fois qu'on est tous ensemble là-haut, on a cette chance. Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé ? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital pour découvrir 2 autres invités aux propos très complémentaires. Et surtout, des milliers d'articles, de dossiers et de podcasts sur notre plateforme ou notre application, sans aucune publicité. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible, avec Inexploré.